Bonsoir. Bonsoir. 20h, jeudi, live des ninjas, j'espère que vous allez bien. On a encore Quentin, Dark Rafale, les habitués, bienvenue à vous. Yulis, Zig, Zang, Zong, j'aime bien t'appeler comme ça à chaque fois, je suis désolé. Merci à, merci à Teva, Yulus du coup qui vient de, Pierre aussi, qui vient de follow, Braise, merci à vous. Rico, Chico, bienvenue, Dave. Bonjour. Ouh là là, on a du monde, on a du bon monde là, on a du bon monde ce soir. Rudy qui est avec moi, je vais vous le présenter très rapidement. Selena, merci pour le follow. Merci. Donc vous avez dû le voir via les réseaux sociaux, les emails qui sont partis aujourd'hui. On va parler investissement de montres, si tu veux bien. Ouais. Avec plaisir, Jordan. Avec plaisir. Merci, c'est ton dernier mot. Merci de me recevoir, merci de m'inviter dans ton live, c'est un plaisir. Je vais t'introduire. Putain, il y a du monde. Lisa, Joujoul, GL Team, bienvenue à vous. Salut. Merci d'être présent. Salut. Alors, Rudy, c'est avant tout une personne que je connais sur Mal depuis ça fait 2 ans maintenant, je crois. Ouais. Juste avant de continuer, est-ce que vous nous entendez bien? Parce que du coup, le micro, j'ai dû le mettre ici. Est-ce que le son, ça va? Le son, ça devrait aller. La musique, normalement, elle est pas trop forte non plus. Ah, la musique, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il y a de la musique, mais en fond de musique, un peu fort. Oh, attendez, c'est laquelle musique? Ah, boum. C'est mieux comme ça. Et là, on va mettre un petit son comme ça. Ok. Allez, vas-y, DJ. Donc du coup, je disais, Rudy, c'est c'est un pote avant tout que je connais depuis quelques temps sur Malte et qui bosse avec moi maintenant sur certains projets. Mais avant ça, qui travaillait, qui était responsable, directeur d'une boîte de... Alors, c'est pas de Rolex, c'est d'une boutique. D'une boutique multimarque qui vendait entre autres Rolex, Cartier, Chanel, j'ai gère le coup Hublot, beaucoup de marques de montres. Et entre autres Rolex, effectivement. Et t'as commencé en tant qu'employé là-bas? C'était où? Alors j'ai commencé à Montpellier, c'était les boutiques, pour ceux qui sont du sud de la France peut-être qui vont connaître, qui s'appelait Fraissinet. Fraissinet, donc c'est plusieurs boutiques multimarques à Montpellier, à Toulouse et à Bordeaux. Voilà. Ok, donc c'est pas juste Rolex, vous vendez Rolex et d'autres montres. Voilà, il y avait je crois une vingtaine de marques en tout, d'horlogerie et de joaillerie, de bijoux. Ok, super. Alors, moi, si j'ai invité Rudy, déjà, ça fait des mois que je bassine pour venir en live, qu'on en parle, parce que, avant d'être en live, j'ai longuement discuté avec lui sur l'investissement des montres de luxe, donc moi, j'y connais rien, donc c'est typiquement quand on parle de montres de luxe, j'imagine que vous, c'est pareil, on pense directement à Rolex, mais il n'y a pas que Rolex, on verra un peu plus tard. Et du coup, il m'a expliqué des choses qui étaient assez folles déjà sur l'investissement des montres, entre autres Rolex, mais aussi comment c'est fabriqué, pourquoi ça coûte aussi cher et est-ce qu'on peut aujourd'hui investir, gagner de l'argent avec. Et tu m'avais expliqué qu'il y avait plusieurs catégories, tout ça, mais on va y venir. Montblanc aussi, effectivement. Je vois qu'il y a des Toulousains dans le chat, ça fait plaisir. Il y a des Toulousains? Qui est Toulousain? T'as vu passer Toulousain? Ok. Ouais, j'ai vu. Donc voilà, aujourd'hui du coup on va parler un petit peu de tout ça, de est-ce qu'on peut investir tout simplement dans l'horlogerie quand on n'a pas forcément, j'ai envie de dire, beaucoup d'argent, est-ce que ça vaut le coup, pourquoi le faire, et puis voilà. Moi la première question qui me passe par la tête déjà, c'est que tu disais que tu avais commencé en tant qu'employé, après tu as dirigé le magasin. Les styles de clients que tu avais dans la boîte, c'était quoi? C'était des mecs en costard-cravate qui venaient habituellement ou... Alors non, contrairement à ce qu'on peut penser dans l'horlogerie, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés aussi. C'est un plaisir de vendre à des jeunes également, mais il y avait vraiment tous les profils. Il y avait vraiment le jeune de 18 ans qui a économisé pendant des années pour s'acheter sa première Rolex. Et puis on avait des chefs d'entreprise qui en achetaient une par mois. Voilà. Okay. Donc on va y revenir, ils ne les achetaient pas donc forcément pour les porter, mais pour investir et placer leur argent. Ok. Et du coup, au niveau de l'investissement, quand ils investissaient comme ça, tu avais plus souvent des profils quand même de personnes, j'imagine, qui avaient un peu de pognon, un peu d'argent? Pas forcément. Pas forcément. À titre personnel, en fait, avant de commencer à travailler dans l'horlogerie et de travailler pour Rolex, j'avais beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés vis-à-vis de la marque. Et puis, j'avais aussi aucune connaissance, surtout du milieu, parce que dans ma famille, personne n'était montre. On était toujours en retard d'ailleurs. Et c'était
c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert un petit peu avec la pratique, puis je me suis passionné pour le milieu ensuite. Mais j'ai commencé donc employé à Montpellier, donc je passais des Montpelliérains, mais à Montpellier, il y a 2 boutiques Fraissinet également. Et ensuite j'ai évolué au bout d'1 an et demi. Et là j'ai pris la direction d'une boutique sur Toulouse pour une ouverture Rolex notamment. Voilà. Donc ça m'a permis de découvrir pas mal de marques. Il y en a quelques-unes que j'ai pas eu la chance de vendre, que j'aurais aimé vendre, mais ça m'a permis de découvrir pas mal de marques et puis de voir dans le panel lesquelles sont les meilleures en tout cas pour y placer son argent ou pour faire un achat plaisir, peu importe. Mais il y en a vraiment pour tous les budgets dans l'horlogerie. Voilà. Et quand tu disais que tu n'as pas eu la chance de les vendre, c'est parce que tu les avais pas en magasin ou parce que tu voulais les vendre? C'est des marques qui sont plus exclusives à la distribution. Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Vacheron Constantin, pour en citer quelques-unes. Ce sont des marques qu'on ne trouve pas partout et qui distribuent, qui ont très très peu de points de distribution. D'ailleurs, Patek Philippe a une boutique à Malte. En France, il y en a très très peu. Voilà, c'est des boutiques qui sont très rares. Tu as travaillé combien de temps dans cette boutique là? J'ai travaillé en tout 3 ans, un peu plus de 3 ans avant de venir à Malte. Okay. Là-bas. Pour ceux qui vont revoir le replay, parce que j'ai pas enregistré avant, je suis désolé. Donc on parle de Rudy, qui est un pote à moi qui a travaillé dans une boutique, j'allais dire Rolex, mais non, c'est pas Rolex, dans une boutique d'horlogerie où vous vendiez des montres. C'est Fraissinet? Oui, tout à fait. Fraissinet le nom, ok. Et voilà, on va parler d'investissement dans l'horlogerie, etc. On va venir, t'as vu, il y a beaucoup de questions dans le chat. Ouais, j'ai mis un petit peu le chat en parallèle. Ouais. Ok. Mais oui, c'est pour ça que j'ai switché l'écran là, parce qu'on avait sur l'autre écran, on était comme ça en train de regarder. Ok, super. Du coup, aujourd'hui, alors moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est est-ce qu'il y a des catégories d'acheteurs quand on achète des montres comme ça de luxe? Ça va être ma première question. Et à partir de tu n'es pas obligé de répondre aux 2 questions directes, mais on va plus aller sur le sujet. Est-ce que je disais quoi, les catégories d'acheteurs. Oui, les catégories d'acheteurs, et à partir de combien on peut acheter une montre, que ce soit neuve ou d'occasion. Première belle montre horlogère, on va dire. Donc je parle pas des montres à pile qui sont les montres. Moi j'ai une Casio à la maison, ça fonctionne bien. Et je vais même dire une chose qui va peut-être en choquer beaucoup, mais une montre à pile, ce sera toujours plus précis qu'une Rolex. Bien que Rolex fasse tout pour être aussi précis que les montres à pile, les montres à pile, c'est les plus précises. Donc si vous avez une Casio et quelqu'un a une Rolex, en termes de précision, la Casio l'emportera. Voilà, tout simplement parce que c'est électronique. La Rolex et toutes les montres automatiques mécaniques, elles sont régies uniquement par les lois de la physique et par de la micromécanique. Donc c'est forcément moins précis. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça tu m'avais expliqué, je t'interromps, mais c'est vrai que quand tu m'avais dit ça, c'est ton live. J'hésite pas. Ouais, tu m'avais expliqué ça, c'est vrai que je me rappelle de cette discussion, tu vois, que tu m'avais dit genre que les montres à pile, même, je vais abuser, mais 20, 30, 40 euros, sera plus précis que Rolex. Et j'avais enchaîné sur, ok, mais pourquoi ça coûte aussi cher et tout. On va y venir, on va vous expliquer. Il va vous expliquer. C'est la fois où j'ai essayé de te vendre ma Casio. C'est ça. C'est ça. Et du coup, je l'ai acheté parce que c'est un bon vendeur. Et ok, donc super. Et donc ça, il y aura un peu tous les prix. On va y revenir dessus. Il y a vraiment tous les prix là-dessus. J'ai envie de dire, si vous voulez vous faire plaisir et que vous aimez l'horlogerie, il y a des marques comme Tissot, à Tissot typiquement, c'est une très très bonne marque à des prix vraiment abordables. Vous avez Hamilton également qui sont, on parle de quelques centaines d'euros donc la pièce, ce qui reste quand même un budget. Mais on est loin du ticket d'entrée chez Rolex qui est aux alentours de 5 000 euros pour la moins chère. À l'heure actuelle, voilà. Ouais. Ça augmente vite, j'expliquerai pourquoi aussi, mais les prix augmentent régulièrement chez Rolex et c'est ce qui fait aussi que ce sont des montres qui prennent beaucoup de valeur. Parce que du coup, pour revenir sur ce truc de pile là, la pile, on va dire que c'est, il n'y a rien d'ingénieux dans, tu me dis si je me trompe, mais de ce que tu m'avais dit, il n'y avait rien d'ingénieux dans tout ce qui est alors comment tu appelles ça, la configuration, le mécanisme. Le mécanisme. Il n'y a rien d'incroyable. Et là où ça commence à devenir, il y a des montres qui commencent à coûter cher, c'est tout le mécanisme qui a été, j'imagine, fait main, qui est micro, tout petit, tout ça. Donc, on va y revenir. Et du coup, au niveau des catégories d'acheteurs, aujourd'hui, investir, acheter une montre, pourquoi? Alors, on a, j'ai envie de dire, 3-4 profils comme ça qui peuvent se dessiner. C'est vraiment le connaisseur déjà qui vient acheter une pièce
l'achat plaisir, le passionné. Donc eux, ils vont se porter des fois sur des marques qui vont être plus confidentielles, un peu plus exclusives. Ce ne sera pas forcément Rolex. Pour moi, un passionné de montres, il n'a pas sa marque, il aime toutes les montres en général et il peut acheter aussi bien une Rolex qu'une Jaeger-LeCoultre ou une Longines, etc. Vous avez après la personne qui vient chercher un statut social parce que on va pas se mentir, moi c'est comme ça que je voyais les Rolex avant de travailler dans le milieu. Pour moi c'est un symbole d'un statut. Donc moi je dis souvent qu'une montre c'est le prolongement d'une personnalité. Donc moi avec le temps, c'est vrai que mes clients, quand ils arrivaient en boutique, je regardais ce qu'ils portaient au poignet et je voyais tout de suite à peu près qu'est-ce qu'ils venaient chercher. Voilà. Juste, je te coupe. Est-ce que dans leur style vestimentaire et de la façon qu'ils parlaient aussi, tu t'allais savoir un peu ce qu'ils allaient vouloir comme investissement? C'était plus show-off ou plus le mec qui s'y connaît Exactement. Okay. Exactement. Dans la démarche de la personne, dans le style vestimentaire, c'est la même chose. Une paire de baskets peut en dire beaucoup, une paire de chaussures, pardon, peut en dire beaucoup sur la personnalité d'une personne. La montre, c'est la même chose. Quelqu'un qui vient avec une montre qui se veut ostentatoire, nécessairement, il viendra chercher du Rolex ou de la montre en or. Voilà. Typiquement, quand quelqu'un venait me dire je viens chercher une Rolex, mais il ne connaissait pas Rolex, je savais ce qu'il venait chercher. Voilà. Ouais. Mais après, bon, j'ai envie de dire, il y en a, c'est un plaisir comme un autre. C'est le même principe qu'une belle voiture. À l'inverse, pour le coup, les montres garderont plus probablement leur valeur dans le temps qu'une belle voiture. Ouais. Sauf exception, évidemment, il y en a aussi dans l'automobile, comme Porsche par exemple, Ferrari. Les 205 GTI Rallye à l'époque aussi sont des très bons investissements paradoxalement, mais voilà. Ok. Juste dans le chat, je check, il y a Quentin qui vient d'arriver. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Quentin, Mike, bienvenue à toi. Théo, bienvenue. J'imagine Théo, c'est mon petit frère. Je suis pas sûr, mais. Il y a une très bonne question de Quentin. La Rolex, c'est la seule montre à prendre de la valeur avec le temps, contrairement aux autres qui perdent de suite de la valeur à l'achat. Oui, Rolex, presque maintenant, tous les modèles de chez Rolex prennent de la valeur dans le temps et sont très durs à trouver. Mais il n'y a pas que ça, heureusement, fort heureusement pour les passionnés d'horlogerie. Patek Philippe, Audemars Piguet sont des marques qui prennent énormément de valeur aussi. Omega, sur ses séries limitées, Omega, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, bon, c'est un sponsor au tennis. C'est actuellement les montres de James Bond. James Bond, dans tous ses films, je crois depuis les années 90, je crois que c'était à cause d'une accessoiriste, enfin l'histoire est assez amusante, mais c'est à cause de l'accessoiriste du film qu'ils ont fait porter Omega à James Bond, et chaque année Omega sort, chaque sortie de film, Omega sort une série limitée James Bond qui prend pas mal de valeur en général. C'est limité à quelques milliers d'exemplaires monde. Puis voilà. Là, il y a les passionnés de montres plus les passionnés de la saga. Donc Omega, et puis après des marques un peu moins onéreuses, mais Longines par exemple, Hamilton peuvent sortir des éditions limitées aux alentours de 2-3 000 euros. Et la montre ne perdra pas de valeur. C'est pour ça qu'à tous les budgets, aux alentours des 1 000 euros, des 10 000 ou des 100 000, voire du million, vous pouvez placer votre argent. Parce que du million, il y a effectivement des montres à 1 million d'euros, on va y revenir, mais il y en a effectivement. Ok, super. Je continue juste sur le chat. Janice, bonsoir à toi. Mike, la crypto, j'ai répondu, c'est la semaine prochaine, la crypto. Il y a eu un petit imprévu. J'ai acheté une Orient, ça c'est ce que tu as répondu de Selena. Selena, une Omega Seamaster de ville, mon rêve, voilà, très beau modèle. C'est pas forcément le modèle entre guillemets qui va garder le plus sa valeur dans le temps. Et typiquement, c'est une montre que je conseille d'acheter sur le marché de l'occasion ou sur le marché gris. Enfin, marché d'occasion, pas le marché gris. Marché gris, c'est quoi? Alors, marché gris, c'est dans les montres, vous avez 3 marchés. Vous avez le marché du neuf, donc vous allez en boutique, vous l'achetez neuf. Vous avez le marché du gris, qui est une montre que quelqu'un va acheter en boutique, il ne va pas la porter et va la revendre directement. Et le marché de l'occasion, typiquement Seamaster de ville de chez Omega, ça se trouve sur le marché d'occasion. Je te conseille de l'acheter sur le marché de l'occasion. Si tu l'achètes 1000, je pense que de tête c'est entre 1000 et 2000 euros le prix de cette montre-là en acier, tu ne perdras pas d'argent. Voilà. Pour la question de Axi, on te répondra un peu plus tard. On va y répondre à cette question-là. Et pour les investissements, oui, c'est possible d'investir. Mais c'est possible d'investir quand on a peu, tout à fait. On va y répondre. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. À mon échelle, j'ai commencé par entre guillemets un petit modèle et j'espère monter très vite au niveau des budgets. Ok. Du coup, il y a plusieurs catégories d'acheteurs, voilà, comme on disait. Et dans ces catégories-là, si je comprends bien, si on résume, il y a ceux qui vont acheter parce que
ils vont vouloir, voilà, ils sont passionnés, il y a les passionnés tout à fait. qui vont garder, du coup, généralement, ou qui vont peut-être revendre, mais rarement. Rarement les passionnés, en général, ils coffrent, ils gardent. Ok. Il y a vraiment les personnes qui vont acheter pour effectivement le statut. Vous avez aussi les investisseurs et j'ai envie de dire même les gens qui font du trading de montres. Il y a certains modèles chez Rolex, pour en citer quelques-unes. La Daytona, en ce moment, c'est la folie. C'est une montre, moi quand je la vendais, elle se vendait, je crois qu'aujourd'hui elle est autour des 12 000. 12 000 euros, elle se vend presque 10 000 euros de plus. Dès que vous avez mis un pied dehors, elle vaut 10 000 euros de plus. Donc là, on a le choix. Soit on fait une opération de 10 000 euros en 48 heures, soit on la garde, on la coffre et on espère que ça monte encore. Voilà. Et dernier profil d'achat, c'est les gens aussi qui viennent faire un cadeau à un proche. En tant que vendeur, on les aime beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais ces gens-là, en général, on peut les orienter sur pas mal de choses et ils sont moins sensibles forcément à une marque. Voilà, je prends un cliché, mais une femme qui vient acheter une montre à son mari, elle connaît un petit peu le style, mais nous, on peut la conseiller sur acheter une Breitling, acheter une Omega, acheter une Rolex. Voilà. Ok, c'est juste pour mon mari ou pour ma femme. C'est des gens qui ont un spectre qui va être plus ouvert. Mais ils savent très bien, genre, ouais, non, ça va pas être trop. Il veut pas, genre, en or complet, c'est plus discret. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, les montres en or, les Rolex en or, moi j'en ai vendu pas mal, mais c'est quand même pas ce qu'on vend le plus souvent, on va pas se mentir. Est-ce qu'on est d'accord, ça va être cliché, mais les montres en or, pour moi, c'est peut-être que je me plante, mais pour moi, c'est vachement quand même un peu m'as-tu vu, c'est le profil des personnes qui veulent le statut. Alors des fois pas forcément, okay, ça peut être des fois des gens qui, je sais pas, moi j'ai déjà vu des gens qui avaient pas forcément le style entre guillemets et qui se faisaient plaisir sur c'est un achat, là pour le coup c'est un achat pur plaisir, une montre en or, parce qu'au niveau de la cote c'est pas le mieux, mais j'ai envie de te dire tu peux acheter précieux en restant indiscret, parce que Rolex ils proposent toutes leurs montres, enfin pas que Rolex, toutes les marques proposent de l'or jaune, de l'or rose, donc ça va être de l'or qui va être cuivré, avec un petit peu de cuivre à l'intérieur, et de l'or gris, qui va être de l'or jaune, traité en surface avec du rhodium, ce qui lui donne sa couleur grise. Et enfin, en horlogerie, le plus prestigieux, c'est le platine. Voilà. Okay. Pourquoi est-ce que c'est plus prestigieux? Parce que c'est un peu plus cher au kilo que l'or, et parce que le platine, il est pur à 95%. Contrairement à l'or qu'on utilise, l'or 18 carats, c'est de l'or qui est pur à 75%. Après, il y a de l'argent en général et d'autres alliages. Mais voilà, donc on va dire or jaune, or gris, or rose et platine. Qu'est-ce que tu as vu de... Et du coup... Ouais, merci Flaco. Et du coup, moi, la question que je t'avais posée, et il y en a peut-être qui s'intéressent aussi dans le chat, c'est... Pourquoi, là, on parlait d'or, de platinum, tout ça, mais est-ce que ça a une valeur, est-ce que c'est ça qui donne la valeur de la montre? Qu'est-ce qui donne la valeur de la montre? Alors franchement, chez Rolex, si on prend chez Rolex par exemple. C'est une très bonne question. Merci. En horlogerie, il y a deux choses qui peuvent donner de la valeur à une montre. Effectivement, vous avez les métaux précieux et les diamants. Des diamants, plus tu en rajoutes sur une montre, plus la valeur va exploser. Donc typiquement chez Rolex, une montre tout en diamant, ça peut aller de tête. J'en ai pas vendu malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ça peut aller entre 2 et 300 000 euros la montre. Mais là, le prix se justifie uniquement par les diamants et le métal utilisé. Et il y a d'autres marques qui font des montres du même prix, mais qui sont justifiées uniquement par la prouesse technique, la prouesse mécanique à l'intérieur de la montre. Moi, personnellement, c'est ce qui me fascine le plus. En horlogerie, on appelle ça des complications. Une montre qui donne l'heure simplement et après qui va vous donner la date, elle a deux complications. Et une montre qui vous donne la date, la phase de lune par exemple, c'est encore une complication en plus. Et il y a un peu, j'ai envie de dire, ce concours entre les marques de savoir qui va faire la montre avec le plus de complications. De tête, si je ne dis pas de bêtises, c'est Vacheron Constantin avec 32 complications sur la pièce. Là, vous avez les Galaxy, vous avez les Quantième. Facebook. Ouais, elle te fait un espresso. Non, mais c'est vraiment ça. Faire les montres les plus plates possibles. Je vais donner un exemple qui va peut-être parler à certains. Richard Mille, donc, qui est une montre qui fait des montres assez volumineuses, inspirées de l'automobile. C'est une montre qui fait des pièces pour Rafael Nadal. Donc, presque tous les ans maintenant, il y a un modèle Rafael Nadal. Le modèle, il coûte environ 1 million d'euros à chaque fois. Et il n'y a pas de diamant, il n'y a presque pas d'or à l'intérieur. C'est uniquement parce que c'est une montre avec laquelle il va pouvoir jouer au tennis, qui pèse 50 grammes avec le bracelet. Et c'est juste la folie. Voilà. Okay. Parce que le tennis et le golf,
pour les montres, c'est ce qui est le plus violent. Voilà. C'est ce qui, d'ailleurs, Rolex, en parlant un petit peu de plus marketing, c'est Rolex qui, qui, je crois, sponsorise tout ce qui est Roland Garros, golf, tout ça, non? Alors, je suis pas. Parce que je sais que dans Roland Garros, à chaque fois, quand il y a je regarde pas souvent, mais il y a la grosse horloge, tu sais, avec Rolex derrière. Alors il me semble, je crois là je veux pas dire de bêtises, ouais, je réserve Longines et non Longines, s'il vous plaît. Longines a longtemps été le sponsor donc, de Roland Garros, et je crois que c'est Rolex qui a eu le marché assez récemment. Rolex, ils sont presque, je crois, sur tous les tournois du Grand Chelem. Les tennisman dans le chat, peut-être que vous pourrez confirmer. Ils sont aussi dans l'équitation, dans le golf, dans la voile et évidemment dans l'automobile. Ok. Donc si je comprends bien, la montre, Formule 1. Si je résume, une montre, ça peut avoir de la valeur par ses diamants, par les diamants qu'il va y avoir à l'intérieur, par la complication qu'il va y avoir de la montre. Tout à fait. Une montre. Okay. Alors je prends un exemple d'une complication horlogère. Voilà, exactement. Rolex Federer, tout à fait. Federer est non pas sponsorisé par Rolex, mais ce qu'ils appellent un ambassadeur. Et il y en a très peu. Il y a Tiger Woods dans les sportifs que je connais également. Il y a quelques artistes. Je crois qu'Eric Clapton, pour ceux qui connaissent, était une égérie, un ambassadeur Rolex. C'est Michael Bublé, je crois, qui est égérie Rolex également, ambassadeur, pardon. Voilà, il y en a pas mal. Serena Williams, je crois de tête qu'elle est chez Audemars Piguet, Madame Williams. Jordan Bracco aussi. Jordan Bracco, pas encore, on me dit dans l'oreillette. Bientôt. Ok, du coup. Donc oui, la complication, pour y revenir, je vous donne un exemple d'une complication qui peut coûter très cher dans une montre. C'est pas quelque chose qui va vous révolutionner le quotidien, mais une montre qui, pendant un siècle, est à la bonne date. C'est-à-dire que votre montre, mécaniquement, sans électronique, elle fait la différence entre les mois de 30-31 jours, les années bissextiles, et en plus de ça, en général, elle vous donne les phases de la Lune. Phases de la Lune, je ne sais pas à qui ça sert réellement aujourd'hui, mais votre montre vous la donne. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui se paye très très cher en horlogerie. Okay. Mais qui ne sert pas forcément à quelque chose, on est d'accord. Ok. Mais c'est super. Du coup, là, moi, techniquement, je comprends un peu plus que voilà, une montre, ça coûte cher au vu de… Les marées, donc, oui. oui. Donc, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que soit une montre peut coûter cher par rapport à ses diamants, les trois même, j'ai envie de dire. C'est soit… il peut y avoir tout. Ouais, c'est soit les diamants, soit la complexité, j'ai envie de dire, de ce qu'il y a à l'intérieur, ou les deux. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Ça existe aussi. Rolex, c'est pas les rois, on va dire, des montres… Okay. complexes, c'est-à-dire qu'ils font des montres avec des complications assez basiques. Ils en ont sorti une assez récemment qui est la plus compliquée qu'ils ont sortie, qui est la Skydweller pour ceux qui connaissent. Mais sinon, ça reste des fonctions assez basiques. Rolex, leur but, c'est pas de faire des montres compliquées, c'est de faire des montres fiables, résistantes. C'est un peu l'équivalent, peut-être qu'ils aimeraient pas que je dise ça, mais tant pis, je vais le dire, j'assume, l'équivalent de Mercedes en automobile. C'est l'image un peu de la montre fiable, tout terrain, qui dure dans le temps et voilà, qui vous pose pas de problème. Okay. J'ai vu des clients en boutique avoir des montres depuis 15 ans, 20 ans, au poignet, quasiment tous les jours. La montre, elle fonctionne toujours, elle n'a jamais été entretenue. Voilà, c'est assez rare quand même en horlogerie. Moi, j'ai porté d'autres marques, j'ai porté Breitling, j'ai porté des Hublot. Je sais que c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même fiabilité. Alors là, on montre pas d'image et tout, mais après on pourra vous montrer un petit peu. Je mettrai sur Google, on pourra regarder parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent rien, moi techniquement là, les montres que tu parles, les modèles, certains dans le chat doivent avoir la visualisation, moi pas du tout. On ira un petit peu après en checker des montres, une montre qui vaut le coup d'acheter. Ouais, bien sûr. Une montre qui vaut le coup ouais, et des montres qui sont extrêmement chères et tu me diras pourquoi. Ça serait intéressant de mettre un peu des images. Des images. Ok. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, alors tu m'as sorti plein de marques depuis tout à l'heure, dont certaines que je n'avais jamais entendu parler, ça va être bien évidemment Rolex, parce que tout le monde connaît Rolex, et si on parle de ça, c'est vrai que ça va être entre guillemets plus simple, même si on va pouvoir parler d'autres marques. Pourquoi justement, quand on parle monde de luxe, c'est Rolex qui ressort, et pourquoi c'est quoi cette société, comment ils gèrent leurs montres, etc. Et pourquoi ils coûtent cher comme ça aussi. Ok, c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont intéressés un petit peu, tous ceux qui sont intéressés par les sociétés, Rolex, c'est une société qui a un statut. Moi, personnellement, c'est la seule que je connais comme ça. Donc, je crois que leur statut juridique, c'est une société anonyme à la base. Sauf que toutes les actions de cette société anonyme sont détenues
par une fondation qui est la fondation Hans Wilsdorf, qui porte donc le nom du créateur de Rolex. Et quand il a conçu Rolex, il a pensé et anticipé, parce que lui je crois qu'il est mort juste après la Seconde Guerre mondiale, ce monsieur. Il avait pensé en fait que sa société ne soit jamais rachetée, vendue et n'ait jamais d'actionnaire extérieur en fait à ses héritiers. Donc Rolex n'est pas coté en bourse, Rolex ne sera jamais vendu ou racheté par une autre société. Soit Rolex continue à se développer, soit ils vont s'éteindre. Mais il n'y aura pas d'entre-deux. Voilà. Donc ça déjà c'est assez atypique au niveau des marques horlogères. La plupart des marques horlogères elles font partie de groupes, sauf vraiment les plus prestigieuses. Mais je veux dire, si vous achetez une montre, par exemple, je prends un exemple de la marque Hublot ou Tag Heuer, c'est une montre qui fait partie du groupe LVMH. Si vous achetez une montre Omega ou une montre Longines, c'est une montre qui fait partie du groupe Swatch Group. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire par rapport au Swatch Group, parce que Swatch Group, c'est les montres Swatch à 50 €, 30 €, mais c'est aussi des marques qui sont ultra luxueuses et ultra exclusives. Okay. Donc voilà, Rolex, eux, ils sont à part, ils sont indépendants, ils déclarent quasiment rien. C'est hyper difficile de trouver des chiffres sur Rolex. Moi, j'en ai quelques-uns parce que j'ai eu la chance d'aller en formation chez eux, j'ai visité des locaux, etc. Donc, je sais qu'il y a à peu près 8000 employés dans le monde. Je sais que c'est environ à la louche 5 milliards de chiffre d'affaires par an. Et ça, c'était il y a quelques années. Mais ils ne déclarent pas grand-chose. C'est très, très opaque. La loi suisse ne les oblige pas à rendre public leurs rapports. Donc, ça reste dans le conseil d'administration. Ça ne sort pas. Voilà. Donc, très confidentiel, cette culture du secret. Il y a un très bon reportage sur YouTube sur ceux qui sont intéressés, sur Rolex. Il date un petit peu, mais on peut voir des gens qui vont visiter le site à Genève. Je crois qu'ils sont, enfin pas à Genève, en Suisse. Je crois qu'ils sont à Bienne. Ils ont un de leurs sites à Bienne. Et c'est hyper difficile, quoi. Dès qu'ils approchent sur le parking, ils se font aborder. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous filmez? Rentrez chez vous. Voilà. C'est la zone 51, quoi. C'est un peu la zone 51 Rolex au niveau de l'horlogerie, mais il faut dire que toutes les marques horlogères en général, ils sont hyper confidentiels. Voilà. Déjà, quand tu vois que les bijouteries, comment c'est assez sécure quand même, là, j'imagine même pas où ils conceptionnent les trucs. Il doit y avoir des trucs hyper. Des infos sensibles, des montres sensibles, parce que si tu as des montres qui ressortent de là et qui coûtent 200 000 €, clairement, j'imagine le prix. Ce qui est vrai, c'est que moi, quand j'ai visité à Paris des locaux Rolex, ça ressemble à des laboratoires. Il n'y a pas un poil par terre, il n'y a pas une poussière au sol. Ils travaillent tous en blouse, ils ont des espèces de protège-doigts en plastique. C'est ultra propre et voilà, chacun travaille dans son petit coin, c'est très silencieux, c'est une atmosphère qui est assez agréable en vrai, mais ça ressemble plus à des scientifiques qu'à des horlogers quand on les voit travailler. Okay. Et du coup, la conception d'une Rolex, comment ça fonctionne? Il y a des étapes, tu connais un peu ces étapes? Ouais, alors grosso modo, pourquoi? Alors en fait, je vais répondre en même temps à la question. Comment le prix d'une Rolex peut être justifié? Moi, je vous annonçais un ticket d'entrée à 5 000 €. Je crois que c'est même 5 000, c'est à peu près 5 000 € pour l'entrée de gamme. En neuf, tu parles? En neuf. D'occasion, vous pouvez avoir une Rolex entre 2 000, 3 000 €. Vous pouvez avoir des très bonnes occasions chez Rolex et qui ne perdront pas de valeur dans le temps d'ailleurs. Donc, et on va en reparler de ça, la question qu'on disait tout à l'heure, qu'on nous a posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut investir quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent? On y reviendra. Et du coup, Alors, grosso modo, là, je parle que de Rolex parce que c'est vraiment propre à eux. Rolex ne sous-traite strictement, je crois qu'il y a 1% d'une Rolex qui est sous-traitée. Et je ne veux pas dire de bêtises à vérifier, c'est les aiguilles. Uniquement la production de leurs aiguilles. Parce que découper des aiguilles de 1,5 mm d'épaisseur, etc., c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a peu d'ateliers en Suisse qui le font. Il me semble que Rolex sous-traite ça, à vérifier. Sinon, ils font eux-mêmes leur acier. Ils font eux-mêmes, quand c'est des montres en or, ils fondent leur or eux-mêmes et font leur alliage. Et ensuite, il y a une seule chose qui est faite, on va dire, de manière entre guillemets industrielle sur une Rolex, c'est que quand il y a la plaque d'acier ou de métal, ils viennent, je crois qu'on dit étamper ou estamper, là je suis pas pointu sur ce terme, mais ils viennent frapper en fait la forme de la montre dans un bloc et il en sort quelque chose de très vulgaire, si vous voulez, de très grossier. Et ensuite, ils vont leur travailler à la main, exactement. Et
La légende dit d'ailleurs qu'aucune Rolex, si vous achetez le même modèle, techniquement, elles ne sont pas toutes au millimètre près et identiques, au demi-millimètre, on va dire. Mais elles ne sont pas toutes identiques au demi-millimètre près. Et ensuite, c'est vraiment un travail mais hyper artisanal, c'est-à-dire que sur chaque poste, vous avez des gens qui viennent poser à la pince et épiler les appliques, donc les index, les petits ronds qui vous donnent l'heure ou les chiffres. Et à l'intérieur du mouvement, je ne vous en parle pas, dans un mécanisme de montre automatique, en moyenne, il y a 300-400 pièces pour les plus simples. Donc, c'est des choses qui sont assemblées à la main. Et donc, ça dure grosso modo entre la partie sidérurgie et l'assemblage, on va dire que ça dure 4 à 6 mois. Et ensuite, vous avez des tests qui sont hyper poussés sur chaque montre. Rolex, maintenant, leur standard de précision, c'est moins 2 secondes par jour. Donc, si vous le ramenez au mois, ça fait que grosso modo, si vous la portez tous les jours, votre Rolex, elle peut prendre quand même 1 minute par mois. Voilà. Votre montre Casio, typiquement, elle prendra peut-être 5 secondes sur le mois. Donc, c'est là où je parlais de précision en début de live. Mais Rolex, ils ont des tests qui sont vraiment très poussés. Donc, les tests à la fois de précision, mais aussi d'étanchéité à l'eau et à l'air. Rolex sont reconnus pour faire des montres étanches, tout terrain. Donc, peu importe le modèle de Rolex que vous achetez, même celle en or avec des diamants, vous pouvez aller plonger dans la mer sans aucun souci. Votre montre, elle résistera. Et ça, c'est rare. La Richard Mille a 1 million de Rafael Nadal. Vous ne pouvez pas plonger dans la mer avec, mais elle coûte 1 million quand même. Voilà. Et du coup, tu disais précision, étanchéité et aussi le fait qu'elle soit pas zéro rail, quoi. Au niveau du cadran. Alors c'est un truc qui est assez ouf que moi qui m'avais, en tout cas quand tu m'avais expliqué ça, qui était assez c'est incroyable quand tu m'avais dit techniquement on peut pas rayer, il y a juste un truc qui peut rayer, mais voilà. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est pas propre à Rolex, c'est beaucoup de marques horlogères l'utilisent. On peut le retrouver sur des montres à quelques centaines d'euros. C'est ce qui s'appelle donc les verres saphir, qui sont des verres minéraux très résistants, et il est dit que seul un gros choc ou le diamant peut venir marquer en fait ces verres-là. Moi, quand je vendais des Rolex, je le faisais à mes risques et périls, mais je prenais mon jeu de clés et je le frottais sur le verre de la montre que j'allais vendre et je leur disais, vous voyez, tac, 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 regardez ma montre, il n'y a pas de rayure. Et les gens, ils étaient là, déjà quand ils me voyaient faire, en général, ils étaient choqués parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est fou. Et quand ils voyaient le résultat, ils se disaient, effectivement, c'est vrai. J'achète. Ouais. J'achète. Je sortais directement le TPE après la démonstration. Ok, super. Bienvenue à toi, Jérôme. Je vais juste faire un petit point. On va répondre à la question après. Là, il y a des questions intéressantes. Salut Robin. Flaco, on va te répondre après. Salut Flaco. Bienvenue à Dorian, Avidou et Théo. Merci pour le follow. La goutte. Ouais. Alors Flaco, je réponds tout de suite à ta question. Tu réponds maintenant ? Non, mais pour dire, c'est vrai qu'on pense souvent qu'en fonction des pays, on peut acheter plus ou moins cher les Rolex. Par rapport à la TVA ? Par rapport à des histoires de TVA, normalement, leur grille tarifaire, elle est mondiale et évidemment, elle est adaptée aux monnaies de chacun. C'est pour ça que ça bouge beaucoup d'ailleurs les prix chez Rolex. Mais le mieux, c'est de les acheter effectivement dans les aéroports en général. Alors le problème, c'est que c'est très dur à trouver, mais moi j'ai beaucoup de clients qui voyageaient en Asie, par exemple Singapour, Hong Kong, dans les aéroports, ils en trouvaient des fois, et ils achetaient, ils revendaient, ils faisaient leurs petits placements. Et aussi, de mémoire, Saint-Barth, les îles, des fois peuvent être soumis à des régimes un petit peu plus légers, et voilà, il y a moyen d'avoir des... Si vous allez en France, en tout cas, techniquement, vous avez les mêmes prix strictement partout, sinon le revendeur fait une faute grave. Donc, vous avez les mêmes prix partout. Et si, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais vu un truc il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps plutôt, je veux dire, sur qu'il y a certains pays où ils montaient des espèces de fake Rolex boutiques. Oui. Et ils revendaient que des fakes. Oui. Mais bien fait. Oui, donc ça existe bien, ça. Ça existe. Okay. J'en ai vu une à Malte d'ailleurs, mais c'est vrai. Il y en a une à Malte, effectivement. Okay. Je ne vous donnerai pas l'adresse à la Valette, mais il y en a une à Malte. Et je ne suis pas allé m'y fournir, mais j'étais choqué de voir que ça existait. Alors après, Malte, au niveau de la législation, ils sont assez relax, ils sont assez détendus. C'est Pastigi. Mais voilà. Mais en Chine, effectivement, le business de la contrefaçon, c'est un vrai marché. Et vous pouvez acheter des contrefaçons qui sont tellement bien faites que seul un horloger qui ouvre la montre pourra déceler le vrai du faux. Donc très bien fait, quoi. À l'œil, moi normalement, franchement, avec l'expérience, j'ai quand même, puis à force de voir les montres et de les avoir en main,
je les spot tout de suite. Mais ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie, effectivement, qu'un client vienne avec une montre, on l'a pris en SAV, on était sûr que c'était du vrai. Quand ça arrivait en SAV, c'était du faux, à l'intérieur. C'est vrai que Rudy, c'est très bien parce qu'on a déjà fait on a déjà fait pas mal de soirs ensemble et des fois on voit des mecs, ça peut même être des entrepreneurs avec des Rolex et d'autres, d'un fois, on va pas dire la marque parce que sinon dans le chat il y en a qui viennent de Malte, on va savoir de qui on parle. Mais voilà, il y avait une marque et il me dit ça c'est une fausse. Et du coup, moi, je vais parler à ce mec-là, je fais ah sympa ta montre, je peux regarder. En fait, lui, il l'avait spot de loin parce que je pense qu'elle n'était pas si bien faite que ça. Bah, c'était en l'occurrence là, c'était une erreur de configuration, c'est-à-dire qu'il y avait une couleur de cadran. Donc le cadran, c'est ce qu'on appelle communément le fond de la montre, c'est la couleur, vous voyez le background quoi. Le background comme disait Jordan. Mais c'était une configuration qui n'existait pas. Donc moi, tu la spot, toi tu la spot, tu lui as rien dit. Et en fait, je crois que je sais plus, tu l'avais dit quelque chose. Moi, je commence toujours par les complimenter et après leur dire je pense que ta montre est fausse. Mais après, entre guillemets, je respecte. Et là, je pense qu'on est dans un profil où typiquement, c'est le symbole qu'on vient chercher, le statut social. Et s'il n'y a pas la passion de l'horlogerie derrière. Aimer les montres, pour moi, c'est pas aimer ce que ça renvoie comme image aux autres, c'est aimer le produit parce que c'est de la micromécanique, c'est les forces de la physique, etc. C'est tout cet aspect-là. C'est pas l'aspect j'ai une montre en or, j'aime les montres. Voilà, pour moi, c'est. Ouais. Je vais refaire un petit rebond sur ce qu'on disait parce qu'il y avait encore quelques éléments qui m'intéressaient sur la Rolex, sur la création de la Rolex. Donc tout ce que tu disais, c'est que ça prend du temps, ça prend entre 6 et 8 mois. Ouais. Toutes les Rolex ou il y en a qui prennent des fois plus de temps? Alors il y en a qui vont prendre un petit peu plus de temps, c'est quand je parlais des modèles un petit peu plus complexes ou de la mythique Daytona, donc la fameuse montre qui permet de faire une plus-value de 10 000 € en 48 heures. D'ailleurs, si vous voyagez, que vous envoyez dans un aéroport ou une Daytona en acier, vous l'achetez, vous ne perdrez pas d'argent. Il faut juste avoir la carte qui passe à ce moment-là, mais après, vous faites presque x2 dessus. Donc voilà, avis à tous les voyageurs. Bon, c'est dit. Et du coup, imaginons qu'il y a 3-4 mois de création sur une montre. Tu as dit qu'il y avait plein de tests qui étaient faits. S'il y a un petit défaut ou s'ils se rendent compte qu'il y a un petit problème sur la montre, qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, ils vont garder l'enveloppe extérieure, donc le boîtier et le bracelet, mais tout le mécanisme, il part entre guillemets à la poubelle. C'est-à-dire que si au bout des 6 mois, le mécanisme, il passe pas les tests de précision, ils recommencent à zéro un mécanisme et ils le mettent dans la montre. Voilà. Donc, et Rolex, ils testent les mécanismes de montre seuls et après ils les testent à l'intérieur de la montre. Parce que évidemment le poids de la montre, etc., ça peut jouer sur la précision du mécanisme. Donc c'est vraiment des tests qui sont hyper poussés. D'ailleurs, les Suisses adorent ça. Il y a un organisme de certification de précision des montres qui s'appelle le COSC. Ça pèse très lourd dans l'horlogerie. Et si vous n'avez pas le petit certificat du COSC, votre montre, elle n'est pas considérée très précise. Voilà. Ok, super. Merci à Pernam qui a follow sur Twitter. N'hésitez pas à follow la chaîne. Alors, réponse à Jérôme Ibiza, il y en a à Malte, elle est pas belle ma Rolex. Alors, à La Valette, il y a une boutique, Jérôme, on pourra échanger, je te donnerai l'adresse si tu veux. La marque Panerai, qu'est-ce que j'en pense? Alors, Panerai, c'est une marque qui est hyper intéressante parce que c'est une marque qui est déjà italienne. Donc, c'est une marque suisse, mais qui a été utilisée par la marine italienne. Donc, c'est une montre de plongée à la base, la Panerai, qu'ils ont après déclinée dans plein de formats. Mais elle a vraiment une esthétique qui est à part et c'était vraiment la montre des plongeurs italiens. Donc, d'ailleurs, c'est Panerai et pas Panerai. C'est comme Richard Mille et pas Richard Mille. C'est hyper important. Richard Mille, il est français. Donc, voilà, mettez du respect sur son nom. Il représente très bien la France. Super. Ok, on était sur la Rolex. Au niveau, on va répondre à la question. Vas-y, réponds maintenant, si tu veux. À laquelle tu en penses quoi de Péguinet? Alors, Pékinet, je crois que pour moi, c'est une très bonne marque. J'ai une très bonne image de cette marque. J'en ai pas vendu. Je crois, à vérifier, je crois que ça fait partie du Swatch Group et donc c'est plutôt un gage de qualité parce que le Swatch Group, comme je le disais, c'est le groupe de Omega, de Vacheron, de beaucoup d'autres maisons, de Blancpain également, qui sont les montres préférées de M. Vladimir Poutine. Donc il y a du très lourd au Swatch Group. Pékinet, c'est un très 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 bon rapport qualité-prix, comme Hamilton et comme Tissot, encore une fois.
Ok. Maintenant, si on vient sur la question un peu d'investissement. Aujourd'hui, j'ai, je sais pas, j'ai 3 000, 4 000, 5 000 euros à investir. Qu'est-ce que je fais? Où c'est que j'achète? Est-ce qu'il y a des sites internet? J'ai vu qu'il y avait une question qui t'es posée tout à l'heure. Pierre, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des sites internet où on peut acheter? Est-ce que ça craint? Est-ce qu'il y a des sites un peu officiels où ça craint pas trop? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Surtout, tu te renseignes à fond avant d'acheter sur internet. Il y a des sites donc, qui sont des sites de boutiques qui ont pignon sur rue. J'en connais quelques-unes à Bordeaux. Vous avez par exemple Pure Vintage qui est une boutique qui vend de l'occasion, mais c'est des montres. Ils vendent d'ailleurs pas que des montres, mais ils vendent un peu de bijoux et de sacs Chanel ou Hermès pour les dames. Mais ils vendent des montres qui sont passées en atelier avant, qui viennent d'un circuit de boutiques, etc. Donc vous êtes sûr quand vous allez là-bas de ne pas vous faire, entre guillemets, arnaquer. Pour les Parisiens, il y en a énormément. Je connais Montre Passion par exemple sur Paris. Il y en a énormément sur Paris, des petites boutiques comme ça qui vendent des pièces de collection. En revanche, sur Internet, il faut vraiment, vraiment faire attention. Typiquement, acheter une montre sur le Bon Coin, c'est la pire erreur. Acheter une Rolex sur le Bon Coin, pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Vous avez des plateformes qui sont spécialisées. Pour ceux que ça intéresse, il y a Chrono24 qui est la référence. C'est un peu l'Argus pour l'automobile, mais version montre. C'est hyper intéressant de vous y balader parce que vous voyez des montres un peu à tous les prix, de toute provenance. Et là, vous savez si les vendeurs sont certifiés, etc. Donc, moi, je recommande Chrono24. Le mieux, quand vous achetez une montre, c'est de l'acheter en boutique parce qu'il faut voir le produit, il faut voir l'état du produit, voir s'il a été entretenu. Acheter une Rolex d'occasion, c'est pas sans risque. Si la montre elle fonctionne mal quand vous l'achetez, vous prenez minimum 500-600 euros de révision tout de suite pour votre pomme. Donc c'est un petit plus financier qui n'est pas forcément prévu. Nous, dans le cadre du business, on a déjà racheté des montres pour les revendre. Et en fait, on s'est aperçu que la montre elle était fracassée à l'intérieur. Il y en avait pour 2000 euros de réparation, juste de réparation, pour pouvoir la revendre ensuite. Donc il faut être très vigilant sur l'occasion. Watchfinder, tu connais? Watchfinder, il me semble que c'est alors je ne sais pas si on peut faire du business. J'aimerais bien que tu me répondes. Salut JP d'ailleurs, que tu me répondes là-dessus. Est-ce que tu peux faire des transactions sur Watchfinder ou pas? Je connais moi la Côte des montres et Chrono24. Je connais peut-être que c'est une plateforme plus récente que je ne connais pas. JP qui était derrière la caméra d'ailleurs sur la dernière vidéo et Rudy d'ailleurs qui m'a aidé aussi sur le script et Guillaume qui n'est pas là. Salut à toi JP. Salut à toi JP. Ok, donc très bien, donc surtout pas les petites annonces ou le Bon Coin, même j'imagine parce que ça j'ai déjà vu des reportages aussi sur des arnaques où ils disent qu'il y a la certification du modèle, des conneries comme ça. Éviter du coup le Bon Coin ou les petites annonces. Il faut vraiment éviter le Bon Coin. Enfin le Bon Coin c'est... je pense que ceux qui achètent des voitures, etc., ils le savent, il faut vraiment, vraiment faire attention. Il y a peut-être moins de risques limite sur une voiture que sur une montre, dans le sens où la montre, si le mécanisme il est vraiment endommagé ou si la montre, admettons, elle a pris l'eau, ce qui est la pire chose pour une montre mécanique, là vous en avez pour un gros billet. Voilà. Moi j'ai connu des clients qui avaient des révisions entre guillemets de montres qui étaient tellement chères qu'ils venaient même plus les chercher. C'est-à-dire qu'ils nous les donnaient, on faisait un devis, on leur disait ça coûte 2005 pour la réparer. Les mecs, ils la réparaient pas et ils venaient même pas chercher la montre parce qu'ils savaient qu'elle était foutue. Voilà. Donc il faut faire très attention. Ok. JP il disait qu'on peut trade sur le site. Ok, hyper intéressant pour le coup. C'est une plateforme que j'irai voir JP parce que je ne la connaissais pas du tout. Et oui, c'est au tax free Janice que tu peux en trouver dans les aéroports. Alors, Daytona Acier, chose qu'on n'a pas expliqué aussi, qui est hyper intéressante, c'est que les montres Rolex, pourquoi est-ce qu'elles prennent de la valeur? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bête, on n'en a pas parlé. C'est que Rolex, il faut savoir qu'ils ont une distribution au compte-gouttes de leurs montres. Je te coupe, ça revient où je disais tout à l'heure... est-ce qu'on peut investir à 3, 4, 5 000 euros? Et ça revient un peu à la question, alors tu vas répondre, mais qu'on peut investir à 3, 4, 5 000 euros, que la montre quand on l'achète, je parle de Rolex parce que c'est ce que tu m'avais expliqué à l'époque, quand vous allez acheter une montre, elle ne va pas perdre de la valeur. Et justement, pourquoi, on s'en revient à cette question-là d'une espèce de trading au final, pourquoi elle ne va pas perdre de valeur, soit Rolex ou autre chose? Donc, vas-y. On va dire que Rolex, déjà, leur particularité, c'est que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de marques. Donc, une montre Cartier, quand je ne l'ai plus en stock, je la repasse en commande chez Cartier, mais en général, une semaine après, elle arrive dans ma boutique. Rolex, vous ne commandez pas les montres de votre stock. C'est-à-dire que
je caricature, mais tous les mois, on reçoit une seule livraison, un seul colis, et c'est un peu, grosso modo, pochette surprise. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et on sait pour combien on en a avant, mais voilà, je simplifie. En fait, on fait une liste de souhaits, on leur dit ce mois-ci, on aimerait bien avoir ça. Et Rolex choisit ou non de nous les donner. C'est un peu comme le Père Noël. Ils choisissent ou non de nous dire vous avez été sage, on vous donne cette pièce-là, sinon vous ne l'avez pas. Donc les Daytona acier, pour revenir à ce modèle-là, parce que c'est hyper intéressant, nous en boutique, sur une année, on en reçoit peut-être 8. Allez, Daytona quand même 10, entre 8 et 10. Ouais, Celle que je vous disais, vous pouvez faire un x2 dessus. Sauf que cette montre-là, il y a une liste d'attente. Moi, dans ma boutique, il y avait entre 3 et 5 ans d'attente quand vous vous inscrivez pour l'avoir. C'est énorme. Arriver et dire bon, je vais acheter une montre à 12 000 €, on lui dit pas de problème, monsieur, attendez, je marque votre nom, votre numéro de téléphone, je vous rappelle dans 3 ans. Bon, c'est difficile. Okay. Donc, ce qui explique qu'elles prennent de la valeur, c'est que Rolex les distribue volontairement au compte-gouttes, volontairement ou non, on ne sait pas, mais je pense, au compte-gouttes, et ils font ça maintenant quasiment sur tous leurs modèles pour que ils créent la rareté, il y ait de l'attente et que tout le monde ne puisse pas les avoir. Et du coup, tout le monde veut ce qu'il ne peut pas avoir dans la vie, c'est comme ça. Et donc, tout le monde veut les modèles les plus difficiles. Donc voilà, Daytona x2 grosso modo. Je peux parler de la Submariner, c'est un cas qui est hyper intéressant, la Submariner. Je pense que beaucoup de gens la connaissent au moins de vue, cette montre. La montre de plongée de Rolex par excellence. C'est sorti dans les années 50, je crois que c'était en 53. Entre 90 et maintenant, elle a pris 300% de sa valeur en 30 ans. On peut montrer une courbe si on trouve évolution, prix Submariner. On va peut-être trouver un lien à montrer, c'est hyper intéressant. Début des années 2000, on était aux alentours des 3 000 €. Maintenant, on est à 9 000 € à peu près. Évolution, celle-là? Ouais, voilà. En 10 ans, elle a triplé presque cette montre en termes de valeur. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est rare, mais aussi parce que Rolex, tous les 2 ans en général, ils mettent 10% d'augmentation dans leur montre. Donc ça aide aussi à avoir une meilleure cote dans le temps. C'est quoi que tu voulais? C'est évolution prix Submariner. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà, parce que sinon on va voir toutes les générations. Descends un petit peu, je pense que évolution peut-être. Ouais, tu vas trouver un lien sur la cote des montres ou voilà, je crois que ça c'en est un de graphique. Attends, à mon avis là, il y en a. Je sais pas s'ils voient en même temps que nous. Attends, tu sors de la caméra. T'as vu, c'est compliqué quand on a l'écran là, t'as l'impression que tu leur parles là, mais ils sont là. je crois que c'était. On l'avait sinon là. Attends. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un truc de traîne. Je crois que j'en avais un sur. On va trouver. Sinon, il y avait une courbe. Il y en a, je crois, vas-y. Ça monte quoi? Voilà, hyper intéressant. Voilà, magnifique Jordan. Voilà, là la ligne verte qui monte, c'est le prix de la Submariner quand elle est sortie. Donc, au début, une Submariner, ça coûtait 200-300 $ quand c'est sorti dans les années 50. Et aujourd'hui, on est là, elle est même pas à jour puisqu'on s'est arrêté à 2014. Une Submariner neuve, c'est presque 9 000 €. Et très dur à avoir. Ah bah tiens. Ça monte à 2017. Ouais, ça s'arrête à 2017. Il y a eu une augmentation de prix en 2018, puis il y en a une en 2020 ou 2019. Donc, ok. Après, on a parlé beaucoup de Rolex. Il y a une dernière chose que je voudrais dire à Rolex pour ceux que ça intéresse, c'est que Rolex, ce qui fait leur spécificité aussi, c'est qu'ils ne sous-traitent, donc je vous disais, rien pour fabriquer leur montre, mais ils ne sous-traitent rien aussi en interne. C'est-à-dire que moi j'ai vu des images qui étaient presque des images de science-fiction, mais Rolex, pour produire leur montre, ils fabriquent aussi des automates qui sont littéralement des robots qui sont capables d'éviter les personnes qui se baladent dans les couloirs, qui sont capables de prendre l'ascenseur tout seul, dans le seul but de produire leur montre. Ça, c'est des robots qui ne sont même pas commercialisés, si vous voulez, pour les autres sociétés. Donc ils sont capables de faire des choses comme ça en interne, juste pour fabriquer leurs montres. Moi, j'ai vu des images de robots qui portaient des lingots d'or, par exemple, entre des bâtiments dans des tunnels, pour des questions de sécurité, évidemment. Mais c'est de la folie, Rolex, ce qu'ils sont capables de faire. Ils font le BTP, ils le font eux-mêmes, par exemple. Ils ne sous-traitent pas.
pour des questions de confidentialité. Tu m'avais parlé du ménage aussi, je crois. Du ménage, ils font également leur machine à nettoyer le sol, parce qu'il n'y a rien sur le marché qui leur a donné satisfaction. Ils ont fait leur propre machine pour nettoyer le sol, et évidemment, il n'y avait pas le produit pour aller avec la machine, mais ils ont fabriqué le produit, c'est pas grave. Voilà. Ça m'avait étonné, c'est genre les espèces de trucs qu'on peut voir dans les, je sais pas, dans les grandes surfaces ou dans les sociétés où vous êtes assis sur la machine. Ça ils ont créé carrément, ça se trouve, il n'y a même pas quelqu'un qui est assis dessus. Non, je pense que c'est automatique. En automatique. Et après, comme tu disais, à 5 milliards environ par an, ils peuvent investir pour leur propre production et besoins. JP, 14K euros d'occasion, j'imagine, JP, la Submariner. Moi, je parlais des prix en neuf. En boutique, vous l'avez entre 8 et 9 000 euros. Mais effectivement, là, il y a la nouvelle Submariner qui est sortie cette année. Les prix de la nouvelle, vu qu'elle a quasiment pas été livrée à cause du Covid, etc. en 2020, les prix s'envolent. S'envolent. Ok. Donc ceux qui arrivent à en avoir une, effectivement, Submariner, Daytona et les GMT aussi, que certains connaissent peut-être, les Pepsi, les Batman, toutes celles qui ont des noms un petit peu... j'ai vu passer tout à l'heure, alors j'ai vu Batman passer. Batman, excellent placement, la Batman. Pareil, beaucoup de choses à dire sur cette montre, la GMT, c'est la montre que vous voyez dans Attrape-moi si tu peux, que porte DiCaprio quand il est pilote d'avion, parce que c'était une montre de pilote d'avion à la base. Cette montre qui est rouge et bleu, aux couleurs de la Panam, la compagnie aérienne de l'époque. Et aujourd'hui, très belle histoire parce que ça fait partie des meilleurs placements chez Rolex. Et je crois qu'elle est sortie aussi quelques années après la Submariner en 57, si je ne dis pas de bêtises. Ça qui est ouf, c'est qu'en fait, il y a toute la complexité de création. Parfois aussi, on disait, il y a en plus de ça des diamants, il y a des choses comme ça. À l'intérieur, plus derrière, j'ai l'impression que chaque modèle a une histoire en fonction de l'année et tout, quoi. Alors chez Rolex, c'est exceptionnel. En fait, voilà, c'est intéressant du point de vue marketing aussi. S'il y en a qui aiment le marketing, Rolex c'est un très bon cas d'étude. Rolex font très peu de pubs concernant leurs montres. D'ailleurs, à la télé, etc., vous en voyez peu. Ils font des fois des quatrièmes de couverture dans certains magazines et ils sponsorisent des événements sportifs. Mais dans le passé, Rolex, ils faisaient leur marketing avec des prouesses. Donc par exemple, dans les années 20, il y a une femme, elle a traversé la Manche à la nage. Elle portait une montre Rolex autour du cou. Elle a traversé, la montre a résisté. Rolex a fait la une des magazines, mais non pas pour leur montre, mais lié à l'exploit sportif. Et ensuite, il parlait de la montre Rolex. Pub quasiment gratuite en fait, si vous voulez. Et pour aller plus loin, juste après, en vitrine dans leur boutique, ils exposaient leurs montres dans des aquariums pour montrer justement, regardez nos montres, elles sont étanches. Et ça a marqué les esprits à l'époque parce que forcément, on ne s'attend pas à voir ça. Dans les années 20-30, une montre calée dans l'eau, c'était une aberration. C'est ça qu'il fallait dire parce que c'est vrai qu'une montre pour aller sous l'eau, c'est tellement, encore une fois, on en reparle, une Casio à 30 € à pile, elle va à l'eau à 100 mètres de profondeur. C'est vrai, mais bon, la Casio, elle va rouiller un petit peu. Ouais. Mais à l'époque, ça devait être fou qui voit une. C'était de la folie. Et puis, ils ont fait la même chose dans les années 50, puisqu'il y a une de leurs montres ils l'ont mis au poignet d'un explorateur. Il a gravi l'Everest. Je crois que c'était le premier à le faire dans les années 50. Couverture de magazine. La Rolex a survécu à l'ascension, différence de température, au choc. Et ça a donné la Rolex Explorer, pour ceux qui connaissent le modèle, qui est une très belle montre d'ailleurs, que j'adore, une de mes préférées, très simple. Et voilà, donc c'est souvent des événements. Il y a eu la traversée de la Manche, il y a eu l'Everest, il y a eu l'exploration de l'Antarctique, si je ne dis pas de bêtises, fin des années 50. Et il y a eu aussi... j'en oublie une, Daytona, c'était les courses automobiles, donc les premières courses de voitures Daytona aux États-Unis, c'était dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est des montres qui sont assez jeunes par rapport à d'autres marques. Il y a des marques de montres, Cartier, c'est une marque qui a plus de 200 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Rolex, c'est assez récent, quoi, c'est à peine 100 ans. Et pourtant, c'est. Du coup, Batman, pourquoi ? Alors Batman, le surnom de la montre, c'est juste les couleurs. Elle est bleue et noire, donc Batman. Il y en a une qui est bleue et rouge, ils l'appellent la Pepsi. Il y en a une qui est toute verte, qu'ils appellent la Kermit ou la Hulk. Vous avez la Schtroumpf aussi. Et il y a eu je connaissais pas du tout. La Dragibus. Voilà. Ah ouais. Rolex, ils détestent ça, mais c'est des petits noms qui leur ont été donnés par les. Ah, c'est pas le nom officiel ? Bien sûr que non. Ah, mais ok. Il n'y a pas marqué Rolex Batman avec un pins Batman. Mais moi, je pensais que c'était le vrai modèle. Non. Ok, d'accord. C'est pas officiel. Et si vous allez en boutique, nous, ça nous fait rire les vendeurs. Mais si vous allez dans une vraie boutique Rolex qui vend que du Rolex, ils ont moins de sens de l'humour avec ça. Voilà. Ils vous parlent, ils vont vous dire non, tu veux la 116 710 BLNR ou tu veux. Voilà, c'est plus conventionnel.
Ok, super. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Bon, il y a une petite question qui n'a rien à voir, mais je sais que toi, tu aimes bien aussi tout ce qui est un peu oui. mode et tout. Oui, Ojni. Je pose la question, hein. Votre avis sur l'investissement dans les sacs Chanel ou autres marques de luxe? Alors, sac Chanel et sac Birkin de chez Hermès. Donc, messieurs, si vous voulez faire plaisir à vos dames, achetez-lui un sac Chanel ou un sac Birkin. Donc, Alors, Chanel, il y a un modèle en particulier, je crois que c'est le matelassé, celui qui a la chaîne, mais c'est des produits qui prennent énormément de valeur. Chanel, pour une raison différente de Hermès, c'est que Chanel, ils augmentent très très souvent leur prix, mais ça augmente très vite. Hermès, c'est qu'ils produisent de manière encore vraiment très très artisanale et qu'ils produisent pas beaucoup de Birkin. Donc il y a une liste d'attente pour avoir un sac Birkin aussi. Voilà Jérôme, c'est bientôt Noël, donc pour madame, un Birkin, pour maman. Pour mesdames. Pour mesdames, pour mesdames, Jérôme. Non, Jérôme, je connais pas la situation matrimoniale de tous les... Et ok, du coup, si on revient un petit peu sur... voilà, j'ai 4000 € à investir. Qu'est-ce que je fais? Alors, en vrai, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. D'abord, tu me les confies. Je te les confie, ok. Et après, je vais t'en placer à peu près 2-3 000. Ok. Non, super. Si tu m'en fais gagner après, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, moi, 4 000 €. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes dans le chat qui ont 4 000 € à investir? Est-ce que c'est assez? 2-3 000. Comme ça, on est encore sur un budget. 2-3 000 €, j'achèterais une Rolex d'occasion des années 80-90 qui se trouve à peu près dans ces tranches de prix. Datejust ou Oyster ou Air King qui sont des très bonnes références, puis des modèles qui tournent très très bien, qui sont très fiables. Et vous pouvez les trouver. Alors, du fait que maintenant les gens n'arrivent pas à avoir les modèles neufs, ils achètent de plus en plus les anciens, donc dépêchez-vous, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que les prix de l'occasion commencent à monter également, mais c'est beaucoup plus accessible. Donc si je veux de l'occasion et du vintage, j'achèterai probablement une Rolex d'occasion ou une montre Cartier aussi d'occasion, parce qu'il y a certains modèles chez Cartier qui tiennent bien au niveau de la valeur. Principalement les modèles qui sont plus en production, donc pour ceux qui connaissent un peu Cartier, je vais parler de la tank américaine en acier, la tortue, et un modèle qui est magnifique qui est la... Je peux pas t'aider. Ouais, d'habitude tu l'as, qui me fait penser en fait à Dali, qui est une. On pourrait la montrer d'ailleurs si c'est là pour le coup. La Crash, voilà, elle s'appelle la montre Crash de chez Cartier. Montre là, c'est là pour le coup parce qu'elle est fun. Cartier, ils font pas que des choses austères, ils font des choses qui sont très fun. Comment tu m'as dit? Montre Crash Cartier. Crash comme un crash. Crash. Voilà. Cartier. Pour anecdote, je crois que par exemple Kanye West en a une. C'est vraiment une montre de connaisseurs. Des gens qui connaissent un petit peu. Voilà à quoi ressemble la montre Crash de Cartier, directement inspirée de Dali. Vous l'achetez neuve comme ça, c'est-à-dire que là il n'y a pas eu d'accident, vous la payez, elle est comme ça. Et c'est ce qui fait son originalité. Moi j'adore cette montre par exemple parce que je la trouve hyper originale. C'est pour femme ça, on est d'accord? Alors c'est mixte. Okay. Honnêtement c'est mixte. Là je crois que vu la pilosité, je crois que c'est un messieurs. Après bon. Emmanuel Macron porte une tank, une Louis Cartier, c'est une tank Louis MC, donc c'est déjà une montre avec une petite complication, mais effectivement il la porte beaucoup moins depuis qu'il est président pour anecdote, parce qu'effectivement Cartier ça a beaucoup de... Excusez-moi, désolé, je m'éloignais un petit peu. C'est dur d'avoir la cam là-bas. Ouais, c'est dur de pas bouger. Et du coup, ok, mais ouais, intéressant ce... Si vous voulez, après, bon, on pourrait faire un point montre de président, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes aussi sur le fait que Macron, par exemple, quand il a été élu président, il a beaucoup plus porté son Apple Watch que sa montre Cartier, pour te donner une image plus jeune et plus dynamique. Mais effectivement... Il a une belle collection quand même. Ok, donc si je résume, 2-3 000, plus 3 000 tu me disais? 2 000? Ouais, 2-3 000. Vintage, années 80. Juste une autre question, est-ce qu'il y a des sites qui existent où on voit le trading des montres, le prix, l'achat, la revente? Est-ce que ça existe ou pas? Alors oui, Chrono24 typiquement ont des graphiques et des évolutions. Chrono24 on peut le montrer, donc c'est comme je vous expliquais, 224, et ben c'est un site que je vais créer dans pas longtemps. 24 comme les 24 heures de la journée j'imagine. Oui. Donc là si tu tapes par exemple Rolex Submariner, alors là, bon, sans taper la référence, on va avoir un petit peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. Mais on va voir qu'on peut avoir des Submariners visiblement à partir de 6 500 € d'occasion. Je vois que c'est des anciennes générations, donc pour celles de gauche en tout cas.
Ah, ils veulent capturer l'email. Ok, donc là on a quoi? Bon, on a un peu. Bon, là ça c'est un site quoi pour voir les. C'est des luxe, c'est pour voir le trade. Alors c'est pour voir les valeurs des montres. Alors je crois qu'ils ont une fonction, je connais, pour le coup c'est une fonction que j'utilisais pas vraiment, d'avoir les graphiques avec les évolutions des prix. Mais en tout cas sur ce site-là, vous avez, quand vous tapez Submariner, là vous avez toutes les générations confondues. Donc vous avez de la vieille Submariner à 70 000 comme de la nouvelle. Donc c'est ici je pense. Là c'est modèle à succès, c'est 9. Et là tu peux trier par prix par exemple. Ouais. Tu peux, bon après là on va se perdre hein, si on va voilà, non, c'est juste pour s'amuser, pour montrer. Ah voilà. Ouais. 6000. Attends. Voilà, il y a certaines montres, vous voyez, les pièces détachées coûtent le prix d'une montre. Là, vous avez un cadran, par exemple, hyper rare violet, 5800 € juste pour avoir le cadran de la montre. Voilà, donc c'est des choses qui sont très courantes, en tout cas dans le jeu. Mais là, c'est que Submariner. Ok. Mais tout à fait. Ça, c'est qu'un modèle précis. Pourquoi, par contre, les prix, là, ils me les trient pas comme je veux? Donc, tu n'as peut-être pas mis. 33 000, tu vois. 200 000. Et donc là, ce site-là, s'il y en a qui veulent acheter dessus, ça craint pas? Non, c'est relativement fiable. Il faut juste vérifier que les vendeurs aient cette petite coche verte. Et il y en a même, ils ont plus que la coche verte. Je crois qu'il y a marqué en. Non, c'est la coche verte qui fait foi. C'est que des prix sur demande. Okay. Bon, évidemment, alors là, par contre, je parle vraiment marché horlogerie, hein, mais il y a des pays dans lesquels les passionnés d'horlogerie évitent d'acheter leurs montres sur Internet, et notamment l'Italie. Alors, c'est pas contre le fait que ce soit italien, mais c'est que sur le marché italien, il y a eu beaucoup de vendeurs en fait qui s'amusaient à faire des hybrides, si vous voulez, en mélangeant les générations de montres et en prenant des pièces de montres récentes, en les mettant sur des anciennes. Si vous faites ça, votre montre, elle perd toute sa valeur. Donc, une montre de collection, elle doit être vraiment dans son état initial. Typiquement, là, tu vois, 2531. Pourquoi elle est au prix là? Pourquoi c'est la seule? Parce que elle, enchères, il y a marqué. C'est des enchères. Okay. Là, sinon, à ce prix-là, c'est une affaire, effectivement. C'est 6 fois moins que son prix de vente. Ok. Donc là, on a peut-être les courbes? Non, c'est pas les courbes. Non, je pense que c'est. Après, je crois qu'il faut avoir un compte pour accéder à certaines fonctions. Ah aussi. Ouais, bah en effet. Je pense que si vous voulez avoir la. Je sais pas si c'est la performance ou les. En Christie's, c'est que de l'enchère. Ah ouais. Donc j'imagine que ici, vous pouvez choisir peut-être si c'est enchère ou pas. Type d'offre, acheter enchère. Ok, super, ouais, c'est cool. Après, je sais pas. Du coup, on a perdu le chat. Je sais pas si les gens. Ils sont là. Ok, si vous avez peut-être des... je cherche de partout. Si vous avez des questions, cadran de 41 mm, boîtier de 41, c'est sur la nouvelle Submariner, oui. Donc juste, si on revient... Je crois qu'ils font de l'affiche, je suis pas sûr à vérifier. Si on revient... Si on revient sur les 2-3 000 €, on peut trouver des trucs. Sur ce site-là, peut-être compliqué, non? Je sais pas. Ah non, on peut trouver des très bonnes affaires sur Chrono24. En général, là, les vendeurs sont des vendeurs qui connaissent. Et quelle marque tu dirais qu'il faudrait acheter où c'est sûr que ça perd pas de valeur? Rolex, ils sont réputés pour ça. Bon, Rolex, effectivement, maintenant, il n'y a plus aucun doute sur le fait que Rolex, on a pris l'exemple de la Submariner, mais il y a plein de monde chez Rolex qui ont pris énormément de valeur. Il y en a, ça va être peut-être 10% en quelques années, mais il y en a, ça va être 30-40%, ça peut aller très vite. Je vois quelqu'un qui parle de Audemars Piguet, on n'en a pas parlé. Patek Philippe, c'est du très très solide aussi. Je vous parlais du ticket d'entrée chez Rolex, on était aux alentours des 5 000 €. Chez Audemars Piguet et Patek Philippe, vous n'avez rien en dessous de 17-18 000 € en neuf de tête. Je les ai pas vendus, je pense que c'est vérifiable, mais on est entre 17 et 20 000 € pour le ticket d'entrée là-bas. Du coup, en même temps que tu parles, il y a une catégorie montre vintage et effectivement, direct, on peut tomber sur la Rolex à 1900. Donc, typiquement, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Typiquement, alors, la Bubble Back, c'est pas celle que je préfère personnellement, mais c'est le look, parce que si tu veux, sur ces montres-là, le verre était très bombé et on avait l'impression qu'il était ça faisait une bulle. Moi, ma montre, j'ai un petit peu le même effet dessus. C'est sur les verres vintage qui sont en plexi à l'époque. En fait. Voilà, c'en est une. Mais ça, typiquement, je l'achète. C'est quoi? C'est pour placer, ça gagne de. Là, typiquement, alors, 2005, j'irai pas chercher ça parce que là, vu l'état de la montre, il y a l'impression qu'il y a de l'oxydation déjà à l'intérieur. Il y a forte chance qu'on doive se mettre une révision dessus. Et vu que c'est une montre vintage à réviser, ça va coûter un petit peu cher. D'occasion, moi, ce que je conseille, c'est Oyster ou Datejust. Non plus, alors, il faudrait changer de catégorie parce que là, tu as tapé le nom du modèle, on va se taper que ce modèle-là quasiment. Ouais, c'est vrai. Faudrait taper Bubbleback Rolex. J'avais vintage en fait. Alors attends. Je tape Rolex. Je vais revenir sur. Et puis je rajoute un petit truc. Attends, parce que j'étais dans les vintage en fait. Ah ouais, non mais tu peux laisser. Okay.
Vas-y, attends, vas-y. Hop, vas-y, tape. 507 000 montres. Ouais, il y en a pas mal. Je suis désolé. Just Rolex, je tape, voilà, tape pour la Just. Et là, tu peux classer par prix du coup croissant. Et on aura les vintage qui vont sortir en premier normalement. Alors attends, je vais pas mettre par prix croissant parce que tout à l'heure ça n'a pas marché. Par contre, je peux trier ici par prix. Donc je mets quoi jusqu'à. Voilà, jusqu'à 3005. C'est bien. Donc 1802 résultats. Et ouais, là c'est déjà un peu plus. Ok. Donc là, vous avez des montres qui sont beaucoup plus contemporaines. Vous en avez même en or et acier. Donc vous voyez, hein, elles sont plus belles. Ce que vous voyez en jaune chez Rolex, c'est de l'or. Il n'y a pas de plaqué chez eux, ça n'a jamais existé. Donc que les métaux les plus précieux, comme ils le disent. Donc là, voilà, 3 000 € par exemple pour dame, 26 mm, c'est très petit. Mais ça, pour le prix, c'est un bon investissement. Bon, celle-là, au niveau du look, elle est peut-être un petit peu ancienne. Mais sympa. Ouais, alors moi, c'est plus sur les modèles tout acier comme ça. Okay. Mais pour vous dire, voilà, vous pouvez déjà avoir des modèles. Là, quand vous l'achetez 3005, vous perdrez rien. Vous gagnerez peut-être pas des centaines d'euros, des milliers d'euros, mais vous ne perdrez pas d'argent si vous devez la revendre. Et ça peut être un très bel achat plaisir. C'est là qu'on peut vraiment. Moi, j'ai des clients, quand je les connaissais, quand je les ai rencontrés plutôt, ils ne connaissaient pas grand-chose aux montres. Puis à force de parler avec eux, de leur expliquer la valeur, l'investissement, etc., il y en a, ils venaient en acheter tous les mois et ils les mettaient au coffre. Et c'était pas des achats plaisir, mais voilà, il y en a, ils achetaient leur montre, ils la portaient et ils se disaient, voilà, mon investissement, je le porte au poignet. Mais alors, des montres à ce prix-là, on achète pour, on va dire, on va garder le prix là, ça va pas être forcément du trading, on va pas pouvoir leur vendre super cher derrière. C'est pour une montre à 2000, 2500, 3000 €. Alors ça, c'est vraiment de l'investissement. Ça va pas être pour faire du trading, ça va être pour acheter quelque chose qui a une valeur, qui va garder sa valeur ou se bonifier légèrement. Si vous voulez faire du trading, c'est plus sur les pièces neuves parce que tous les modèles de collection et d'occasion, ils ont déjà atteint leur prix, leur prix fort. Donc si on veut vraiment, c'est ça qui est intéressant. Voilà, si vous voulez, si je comprends bien, tu me dis si je résume bien, si vous voulez vous faire plaisir parce que vous voulez avoir une Rolex au poignet et que vous n'avez pas forcément énormément d'argent, à 2500, 3000 €, on peut déjà avoir des trucs intéressants. Par contre, vous perdrez. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on ne perdra pas de valeur, ça pourra peut-être en gagner un petit peu. Tout à fait. Quelques dizaines, centaines d'euros, peut-être, j'imagine. Ok. Et par contre, si on veut commencer à acheter pour revendre un an après ou commencer petit à petit à gagner de l'argent grâce à Rolex, je parle de Rolex, hein, là, il faudra acheter du neuf. Ouais. Ok. Typiquement, pour faire des certains modèles. Gros coups, là, je vois des noms qui sortent Hulk Pepsi. Target, si tu trouves dans les aéroports une Hulk Pepsi Batman, tu seras sûr de battre exactement la Submariner verte ou toutes les Submariner ou toutes les GMT, c'est des très 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 bons investissements. Vous l'achetez 7000, vous la revendez 12, 14, alors 7000 je mens pardon. Vous l'achetez 8, 9000 et vous la revendez 5000 de plus, 6000 de plus, facile. Donc ça, tu achètes une montre à 12. Très bonne question. 50K, plusieurs montres ou une seule? Moi, 50K, j'en achète plusieurs. J'en achète 5. Et je fais au moins 50% de bénéfice sur mon investissement. Donc, je ramène au moins 75 avec mes 50. Okay. En moins d'un an. Après, le plus dur, c'est de trouver les montres, si vous voulez. Parce que, comme je vous expliquais, le jeu avec Rolex, c'est un peu la chasse. Et que des fois, vous allez passer en vitrine, vous allez voir la montre. Elle vient d'être mise en vitrine, vous la voyez, vous rentrez, vous l'achetez, bim, vous avez gagné. Mais il y en a, ils passent leur temps à appeler toutes les boutiques de France, à se mettre sur toutes les listes d'attente. C'est un business. Vu que Rudy a des contacts dans ce domaine, ça peut toujours. J'en ai, mais alors si vous voulez une GMT, une Submariner ou une Daytona, je ne ferai pas de miracle. Il y a généralement de l'attente, il n'y a que des coups de chance qui peuvent vous faire avoir cette montre instantanément, ou alors un dossier client dans une boutique Rolex qui fait que vous êtes un client très très fidèle et là ils vont vous prioriser peut-être sur la livraison de la pièce. Mais et quelqu'un qui est connu, vraiment super connu, qui veut dire je veux celle-là, est-ce qu'ils vont la faire juste pour lui? Est-ce que là, chez Rolex ou chez Fressinet par exemple, ils vont mettre le dossier en avant ou pas forcément, ou ça peut? Alors dans les boutiques Rolex normalement non. Parce que eux ils sont un peu intransigeants, puis entre guillemets ils se fichent un petit peu de qui la porte du moment qu'elle est payée le prix fort. Okay. La légende d'ailleurs de chez Rolex, on ne négocie pas une Rolex
c'est vrai, il y a des modèles où même si vous êtes le meilleur client de la boutique, une Daytona, vous la payerez à l'euro près le prix public, il n'y aura pas de remise du tout. C'est très contrôlé par Rolex et moi j'ai connu des boutiques qui ont perdu la licence Rolex parce qu'ils bradaient trop les prix. Donc sachez que si vous allez acheter une Rolex, sur certains modèles, vous pouvez escompter avoir 5, 10, 15% dans des boutiques qui seront des boutiques qui ne marchent pas très bien, ou éventuellement en Andorre, pour ceux qui habitent vers Toulouse, nos amis toulousains. Moi je travaille à Toulouse, j'avais une haine envers les boutiques d'Andorre parce qu'ils cassaient les prix. Mais voilà, Rolex ils s'en fichent et nous typiquement il y a Daytona, personne, moi en 3 ans a eu une remise sur cette montre là. Ouais, donc de toute façon les montres qui sont tendances, qui sont vraiment recherchées sur le marché, il n'y aura pas de voilà. Mais des montres où on peut réussir à gérer parfois. Montre en or, une pièce toute en or, vous pouvez espérer avoir un petit geste sur 30 000 euros. Au lieu de la payer 33, vous allez la payer 30 quoi. Voilà. Mais bon, ça reste un geste de 3 000 euros quand même, c'est pas négligeable. Puis elle peut prendre de la valeur, plus les 3 000 euros qui sont déjà gagnés entre guillemets quoi. Ok. Exactement. Mais exactement. Mais du coup, bonne question pour les 50 000 euros, pour ceux qui ont plus des dizaines de milliers d'euros à investir. Comme il disait, c'est mieux d'en investir plus. Puis en plus, j'imagine, on ouvre le panel, c'est-à-dire que si on investit 5 modèles, il y a peut-être des modèles qui vont pouvoir avoir une plus forte valeur que les autres. On ne perd pas sur les 5, déjà, on ne perd pas d'argent, si je comprends bien. Et il y a peut-être des modèles qui vont... Tu parles des 50 000 euros à investir? Ouais. Oui, sur les 5. Si tu achètes 5 montres à 10 000 euros, par exemple, si on fait ça bateau, t'en as qui peuvent prendre un peu plus de valeur. Bien sûr, il y en a qui prendront peut-être... plus rapidement. Il y en a qui feront peut-être fois 50%, 50% de plus. Il y en a qui prendront peut-être 20, 30. Mais lycée, moi j'ai un client sur 1 an, il avait dépensé... de tête, il avait dépensé à peu près... grosso modo 100 000 euros sur l'année on avait fait le calcul avec lui avec les valeurs de l'occasion, il en avait pour plus de 150 000 euros. Donc parce que on choisissait les bons modèles, il était patient, etc. Mais lui, sur tout ce qu'il a acheté, en 1 an, il a fait une plus-value de 50 000 euros sur 100 000 euros. Donc, comme tu disais, là, toi, 50 000 euros, tu investis dans Rolex, typiquement, ou même d'autres, mais imaginons sur Rolex, au bout d'1 an, tu peux faire un 50%. Oui, après, encore une fois, j'ai envie de dire, sous condition de trouver les montres. Parce que, comme vous avez compris, en fait, c'est le plus compliqué. Mais c'est la seule condition. C'est la seule condition, effectivement. Sinon, je ferais que ça de ma vie. C'est un investissement qui est ouf quand même, parce que si la seule condition, c'est de trouver le bien, parce que si on compare ça à, je sais pas, à de l'immobilier, typiquement. L'immobilier, imaginons avant le Covid, tu te dis ok, je trouve le bien et je vais faire 50%, déjà 50% c'est quasi impossible, mais je vais faire 50% de plus. Tu as le Covid qui arrive, typiquement, tu vois, tu sais jamais, une montre avant qu'elle perde de la valeur, il faut vraiment. Il y a très peu de chance en fait. C'est ça qui est incroyable, et que moi, j'avais pas du tout cette notion d'investissement, des montres en tout cas, j'y connaissais rien, et quand tu m'as dit non, mais c'est sûr, c'est quasi impossible qu'une montre, quand tu l'achètes, ça dépend du modèle, elle perd de la valeur, ou la plupart des modèles, tu m'avais dit de toute façon, ne perd pas de valeur, et qu'en plus de ça, tu peux gagner de l'argent avec, ça m'avait assez surpris. Chez Rolex, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est l'analogie du marché du diamant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du marché du diamant, mais la rareté et la valeur est artificiellement maintenue haute, parce que ils créent la rareté en livrant peu des boutiques, et donc ils maintiennent haut en fait leur prix. Le diamant, c'est la même chose. Moi, j'en ai vendu, et voilà, on sait que le prix du diamant, le diamant, c'est quelque chose qui est relativement abondant, mais la valeur est maintenue volontairement haute par les marchés. C'est géré en Belgique pour la plupart, le marché du diamant à Anvers, mais à Anvers peut-être pour nos amis belges. Mais voilà, donc c'est ça. C'est comme le sac à main de Hermès, le Birkin. Si vous voulez en produire 10 par jour, peut-être qu'il pourrait, mais volontairement, ils gardent ça artisanal et ils les livrent au compte-gouttes. Et c'est leur pièce phare en bagagerie. Voilà. Il y a Zigzong qui pose une question. Je pense pas que c'est une question bête. Pas du tout, c'est une très bonne question. Et oui, ça existe. Tu peux louer des montres de luxe. Je crois que il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Alors, je sais pas si ça a super bien marché ou pas, mais oui, c'est possible. Okay. Oui, il faut dire le S. Ok, merci Axi. Anvers, du coup. Excusez-moi. Ok, une petite question à ton bon vouloir. Il y a Dark Rafale qui dit comment on peut te contacter si on veut
si on est prêt à investir, on veut discuter avec toi. Je peux lui donner juste une adresse email et s'il veut, tu peux lui mettre la Rudy Media Affiliate par exemple. Ok. Comme ça, s'il veut, ou Affiliation Ninja Media Affiliate. Comme ça, s'il y en a d'autres d'ailleurs qui sont juste par curiosité ou qui ont d'autres questions ou qui ont un petit billet à investir et qui veulent me contacter, je répondrai à vos questions avec grand plaisir, voilà, parce que j'aime beaucoup ça. Et si je peux vous aider à sécuriser un billet ou à pas faire une bêtise sur un achat à coup de tête, ça sera avec grand plaisir, voilà. Et voilà, comme je vous dis à chaque fois, il y a des gens en live, c'est vraiment des passionnés. Je pense que vous le voyez, c'est vraiment des passionnés. Et clairement, moi, j'ai envie aussi d'investir dans les montres. Je ne l'ai pas encore fait parce que bien évidemment, il faut trouver le temps. C'est comme quand tu investis dans l'immobilier. C'est beaucoup moins chiant, j'imagine, au niveau des travaux, tout ça, que d'investir dans l'immobilier. Mais là, il y a quand même le temps où il faut rechercher, il faut peut-être se déplacer pour aller acheter. Ouais, donc, c'est voilà. Mais typiquement. Tu peux te la faire livrer chez toi. Tu peux aussi te la faire livrer. Tu peux te la faire livrer chez toi. Ça fait quand même 10 cas qui. J'ai envoyé des montres en Europe, j'en ai même envoyé aux États-Unis, je crois, ça partait, ça arrivait, puis on a assuré pour après. Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps de se déplacer, qui se faisaient livrer leurs montres. Des Français mais qui se faisaient livrer au Mexique ou ailleurs. Donc nous typiquement en tant que boutique Rolex à Toulouse par exemple, on livrait pas ces gens-là parce que Rolex quand ils mettent une boutique dans une ville, c'est pour vraiment servir, on va dire, Toulouse et sa grande métropole et les alentours, mais on priorisait toujours un Toulousain par rapport à un Parisien ou un Marseillais, ce qui est normal. À Paris, vous avez une multitude de boutiques qui vendent Rolex. À Toulouse, il y en a 2. Moi, qu'il y en a une troisième, mais en 9, il y en a 2, je crois. Donc voilà. Ok. Mais tu peux te faire livrer. Tu peux te faire livrer un achat à 10 000 €. Tu peux même commander sur le site de Cartier et te faire livrer le bijou direct depuis leur site internet. Chose qui est impossible avec Rolex. Mais Louis Vuitton a commencé et ensuite il y en a beaucoup qui les ont suivis. Parce qu'il y a quelques années de ça, on ne pouvait pas acheter du Louis Vuitton, en tout cas des grosses pièces sur internet. Et maintenant ils le font. Cartier le fait aussi. Et en horlogerie, vous avez que les multimarques en général qui le font. Okay. Typiquement, si vous êtes à Lille, je peux citer Lepage. Pour ceux qui habitent dans le Nord, ils ont un site internet et vous pouvez acheter des produits de luxe sur leur site. À Lyon, je crois qu'il y a Meyer, qui est une très très grosse, un très très gros groupe qui a plusieurs boutiques Rolex également. Voilà. Ok. Et si vous êt dans le Sud, chez Fraissinet. Fraissinet. Nickel. Est-ce que vous avez des questions pour Rudy ? Et oui, tout à l'heure, j'ai vu passer aussi de l'affiliation. Bonne soirée, Kaiser. Bye. J'ai vu passer aussi de l'affiliation. Est-ce que tu sais s'il y en a qui font de l'affiliation pour les montres ? Là, c'est toi l'expert, Jordan. Ouais, mais je sais pas. Je connaissais pas l'affiliation à l'époque où je vendais les montres, en toute transparence, et je m'y intéressais pas. Donc, je pense que c'est possible, mais par exemple, via des sites multimarques qui revendent leurs montres. Je pense que c'est ça, ouais. Oui, je pense que c'est possible. J'en ai un, mais et encore. Rolex, sur leur site, c'est sûr que tu l'as pas. Ils n'ont pas besoin d'affiliation pour que leurs montres soient vendues. Elles sont déjà toutes sold out, la plupart. Ouais, je regarderai ça, mais je pense... La livraison se fait par un transporteur spécialisé. Oui, en général, nous, en France, on livrait, je crois, via DPD. Alors, DPD, c'est le nom de la société. C'est pas une petite blague. C'est anciennement la société Exapac qui a été, je crois, rachetée par la Poste. Oui, c'est vrai, mais j'ai déjà vu ce... Oui, c'est vrai. Effectivement, tu peux assurer des hautes valeurs. Par exemple, Rolex, quand ils livrent eux via un transporteur spécialisé dans des camions banalisés et à une heure aléatoire. Voilà, c'est jamais à la même heure, jamais la même personne, jamais le même véhicule. C'est Rolex. Alors moi, il y a une question à laquelle je veux répondre. Dark Rafale, comment fait-on pour apprendre ce genre de compétences dans le milieu de la montre ? Est-ce que tu as des sites à recommander ? Alors je vais te donner ma réponse, Rudy te donnera sa réponse. Le truc, c'est que le niveau, l'expertise et la passion que Rudy a, allez, c'est le moment. Non, je rigole pour... ok. La passion et l'expertise qu'a Rudy, ça, typiquement, déjà lui, il s'en rendait pas compte. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on connaît quelque chose, qu'on a tout dans le cerveau, qu'on est passionné d'un truc, on pense qu'on a un niveau qui est normal, que tout le monde connaît ça et tout. Il a un très 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 bon niveau. Et on a, il y a quelques temps en arrière, j'avais dit, sors un truc, essaye de sortir, je sais pas, des tutos, fais des vidéos YouTube, tout ça. C'est vrai que c'est rare de te voir en vidéo et en live. Déjà sur ton Insta, sur tes réseaux sociaux. Même moi, ça fait longtemps que je me suis pas vu en vidéo. C'est sur les vieux films de famille ou des trucs comme ça.
Et du coup, je lui dis, essaye de sortir un truc sans parler tout de suite de monétiser, gagner de l'argent avec ça. Mais voilà, c'était ta passion, essaye de le faire partager à d'autres. J'ai fait des recherches au niveau du milieu. Je sais pas qui c'est Max Tolosa, mais... C'est Maxime, je crois. C'est Maxime, je vais pas dire le nom, mais Maxime qui était venu. Ah, ok, yes, Maxou. Bref, tout ça pour dire, j'avais fait des recherches pour voir s'il y avait des Français qui faisaient des espèces de tutos qui faisaient découvrir en tout cas le monde de la montre comme ça. Alors généralement ça va être costard cravate et c'est très, ça me plaisait pas, c'était pas transparent, c'était trop professionnel et je crois qu'il y avait un petit jeune qui faisait un truc, mais voilà, on avait vu qu'il n'y avait pas non plus sans le descendre de façon donne pas son nom, mais qu'il n'y avait pas non plus un niveau qui était, non, c'était après, correct. Mais après moi je suis pas, j'ai une bonne connaissance. Après être expert dans l'horlogerie c'est un peu comme dans l'automobile, il y a tellement de références, de générations, d'années, de marques que c'est voilà. Richard Mille je connais un petit peu moins, je connais pas mal de modèles, mais je connais moins parce que c'est une gamme qui est très large. On ne peut pas être expert à 100% dans tous les modèles. Et puis Rolex, c'est quand même pas mal. Il y a eu beaucoup de générations, beaucoup de modèles. Des fois, en 2 ans, la montre, il y en a une qui est intéressante, l'autre qui ne l'est pas. C'est un petit peu comme les Porsche, pour ceux qui connaissent l'automobile. C'est exactement un peu le même style de business. Mais pourquoi pas après revenir, pourquoi pas sur YouTube en tout cas, je sais plus qui a posé la question, Dark Rafale, sur YouTube tu as quand même quelques chaînes qui sont sympas. Je peux peut-être moi il y en a une que je regarde de temps en temps qui s'appelle Le Calibre qui est pas mal. Je trouve qu'ils présentent bien les choses. Après ça reste toujours un petit peu austère, un petit peu sérieux, mais c'est ça, voilà, c'est vrai que l'horlogerie c'est un petit peu cette image là, mais il y a des jeunes de plus en plus qui lancent des chaînes, des jeunes passionnés. Et si vous avez envie de voir Rudy un peu plus, sans forcément que je sois là, non mais en vrai ça peut être fou, que ce soit dans le chat ou pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube en commentaire, n'hésitez pas, ça se trouve tu vois il va y avoir 5000 commentaire. Allez Rudy, je vais commencer une chaîne YouTube avec 10 abonnés donc c'est... Eh ben ouais, mais c'est comme ça qu'on commence. Mais bon, pourquoi pas je pars du principe que moi si ça m'intéresse, tu vois, j'imagine que ça intéresse beaucoup de personnes parce que j'ai l'impression qu'en France on a ce cliché d'investir dans la montre et voilà, dans la montre égale Rolex. Encore une fois, si on a ce cliché-là, faut beaucoup d'argent, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a très peu de personnes qui sont dans ce milieu-là et je pense que tu as ton épingle du jeu à jouer là-dessus. Et encore une fois, c'est une passion en plus de ça, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés avec l'horlogerie. Aussi, ouais. Vis-à-vis de Rolex, etc. Même moi, quand j'étais vendeur avec mes clients, je cassais des fois pas mal les préjugés parce qu'ils voyaient un jeune de 25 ans qui arrivait, ils se disaient mais qu'est-ce que lui connaît à l'horlogerie, et en fait il y en a qui pensaient que j'étais le vigile même des fois, pourtant je suis pas très massif on va dire de stature, mais voilà, des fois c'était difficilement concevable dans la tête des gens que je puisse être le vendeur ou le directeur après par la suite de la boutique. Et moi je jouais là-dessus pour dépoussiérer un petit peu le truc, casser les codes et puis dire que si on n'a pas une Rolex avant 50 ans on a raté sa vie. Voilà, pour ceux qui savent, monsieur Seguela qui avait dit cette phrase qui a fait beaucoup parler, je crois que c'était pendant la campagne de Sarkozy. Donc moi j'ai beaucoup de clients qui venaient qui me disaient ouais Sarkozy il a dit ça, je disais non c'est pas Sarkozy, c'est Seguela qui a dit ça à propos d'eux. Et puis d'ailleurs j'ai une super anecdote à vous dire par rapport à ça, c'est que monsieur Seguela qui a dit cette phrase, lui a eu sa première Rolex à 80 ans et il a eu la moins chère de la gamme offerte par sa femme. Donc voilà, si un jour on vous parle de cette phrase, vous pourrez dire que celui qui l'a dite, il l'a pas eu. Il l'a pas eu avant 80 ans, donc techniquement on peut peut-être dire qu'il a raté sa vie, monsieur Seguela, je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas voilà, c'était des et oui, pareil, généralement tu vois quand on voit Rolex investissement, c'est cliché, mais on voit pas j'ai envie de dire des jeunes comme nous proches de la trentaine entre guillemets, on voit c'est très classe généralement, et très classe, très dans un monde que moi j'aime pas forcément, et c'est pour ça que typiquement, et je pense toi tu me disais que typiquement, il devait y avoir des acheteurs qui étaient vachement au début, qui devaient peut-être te tester en boutique. Et après, quand ils devaient te poser des questions, je parle pour les passionnés, et que tu arrivais direct à leur montrer que tu étais plus passionné qu'eux, voire même plus expert qu'eux, directement ils devaient redescendre. Et ça devait même, je pense, leur faire plaisir qu'il y ait des jeunes qui s'y connaissent comme ça. Bien sûr. Après, on faisait des soirées des fois avec un club entre guillemets horloger par exemple qui venait, et c'est moi qui m'occupais d'eux. C'était que des gens qui prenaient plein de photos, etc. Je m'occupais
m'occupais d'eux et voilà, je leur faisais essayer les modèles, on discutait, etc. Moi, j'aimais bien ça aussi, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est d'apprendre, quand on est vendeur, c'est d'apprendre de ses clients. Et bah, il y a toujours des petits trucs à apprendre sur l'horlogerie, comme l'automobile, comme la mode, comme tout. Voilà, même quand, en affiliation, des fois, tu échanges avec des gens, hop, tu récupères un tips ou tu récupères une connaissance que tu n'avais pas. C'était pareil des fois avec des clients. Donc, ces clients-là, je les estimais encore plus parce qu'ils m'apprenaient. Et en fait, j'ai appris beaucoup de mes clients aussi en 3 ans. Donc, ce qui m'a fait sourire tout à l'heure, tu as dit oui, non, je suis passionné, c'est vrai que je gère bien le truc et tout, mais je peux pas tout savoir. C'est typiquement des fois un peu le truc tu sais, du syndrome d'imposteur où quand je suis arrivé dans l'affiliation, que j'ai voulu me lancer tu vois, dans le programme d'accompagnement, tout ça, je me suis dit putain, mais si un jour il y a une. Mais t'étais là en plus, je te l'avais dit. En fait, oui, moi j'ai suivi. T'as suivi toi mon tout début. J'ai suivi le lancement de l'affiliation Ninja. Donc les remises en question, les remises en question, tout ça, il était là et je me disais putain, mais est-ce que j'ai le niveau en fait parce qu'en fait, quand on est très bon dans quelque chose, mis à part si on a un ego surdimensionné, on ne sait pas qu'on est bon dedans en fait. C'est ça, hein, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après, c'est à force d'avoir des personnes qui, soit qui te le disent ou tu arrives à te rendre compte que tu peux aider vraiment beaucoup de personnes et dès qu'ils ont une question, tu peux leur donner des réponses. Et en plus de ça, grâce à tes réponses, ils ont des résultats. Tu te dis, il y a peut-être un truc où voilà, je peux faire quelque chose. Bah, tout à fait. Non, mais avec les clients, c'était souvent ça. C'était mon discours cassait l'image en fait que j'avais. Et puis, je portais des lunettes aussi pour me vieillir. Parce que comme dit Selena, on dirait que j'ai 16 ans. Mais ça me fait plaisir, Selena. Hein. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir merci aussi. Selena, merci Pierre, merci Lisa. Tant mieux si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir eu l'opportunité d'échanger aujourd'hui et de vous en parler. Voilà. Si ça a pu intéresser des gens ou si vous avez pu apprendre 2-3 petits trucs, écoutez, tant mieux. Je pense que c'était le but de. Ouais, mais moi, encore une fois, je suis sûr à 9000% que ça peut intéresser des gens et même beaucoup plus de personnes, c'est sûr. Voilà. Et tu vas pouvoir investir maintenant aussi, Jordan. Mais clairement. On va pouvoir en moi, parler. je suis chaud de ouf et de toute façon, si je commence à investir, à faire des trucs comme ça, je ferai des vidéos là-dessus. Ça sera peut-être l'occasion de revoir Rudy. Si j'investis, clairement, je ne vais pas investir et partir tout seul si j'ai la chance d'être à côté de Rudy. Quoi. Merci Kétamine, merci Quentin. Merci à vous. On va conclure là-dessus. Je sais pas si je pense qu'on est bien. 2-3 dernières questions éventuellement. Ouais, si vous avez d'autres questions, on peut. Après, c'est l'heure de la Chisque. La Chisque, pour ceux qui ne savent pas, c'est la bière locale de Malte. C'est la bière locale maltaise depuis 1927. Ouais, je peux plus, mais c'était cool. Passionnant. Tu vois, et passionnant, c'est la première fois que je le vois en live. C'est la première fois que tu m'invites, c'est pour ça. Romain qui se réveille. Romain qui vient d'arriver. Chisque o'clock. Romain, tu parles de Chisque, il vient de se réveiller quand même. On l'a pas vu parler dans le chat. Bon, Robin qui est un pote qu'on connaît ici. Qui connaît très bien la Chisque aussi. Oui. Peut-être un prochain live sur la Chisque avec Robin. Tu serais pas né vers la Franche-Comté? Écoute, Zigezon, Zonzon, Zinzon. Oui, tout à fait. Je suis franc-comtois et je suis né à Besançon. Voilà. Si tête de l'Est de la France, écoute, faut se serrer les coudes. Merci à tous. Mais merci à vous. Merci d'avoir été présents. N'hésitez pas à parler du live. Tous les jeudis, on est là à 20h. J'essaie d'avoir un maximum d'invités. Quand il n'y a pas d'invités, je fais un peu plus du SEO, on parle un peu plus d'affiliation, tout ça. Semaine prochaine, on a crypto-monnaie. N'hésitez pas aussi à envoyer, je vais vous renvoyer, mais si vous voulez envoyer un email ou avoir des informations ou être en contact avec Rudy, je vous envoie l'email. Pour ceux qui regardent le replay là, de YouTube, je le mettrai dans la description. Merci Quentin. Donc voilà. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. À très vite. Jeudi prochain, 20h. Pour les élèves qui étaient là, on se voit mardi. Ciao, ciao. À la prochaine. Bonne soirée. Bisous. Ciao.